Bonjour tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler de la loi de la gravitation, qui est donc le chapitre 9.1 ou le sous-chapitre 9.1 du chapitre 9 qui s'intitule Gravitation universelle. Donc on va parler aujourd'hui de la loi de la gravitation. Je ne vais pas vous la poser comme ça et puis on n'en parle plus. Non, je vais essayer de faire le cheminement un petit peu intellectuel de la personne qui a mis au point, en fait, développé cette loi de la gravitation, qui est donc Isaac Newton. Et puis ensuite, je vais parler de quelques conséquences de cette loi, et toujours avec un lien un peu historique, hein, en quelque sorte. Donc le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le chapitre 9.1 qui se trouve à la page 51 de votre cours. Et puis, il n'est pas très long, mais il n'est pas non plus si court que ça, puisque on va étudier les choses jusqu'au bas de la page 54. Donc, ça porte environ sur 3 ou 4 pages. Alors, je vais zoomer un petit peu ici. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Isaac Newton, à l'époque où il a établi la loi universelle de la gravitation, il connaissait plusieurs choses. Il savait, par exemple, que sur Terre, les corps chutent en mouvement uniformément accéléré, hein, même en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ça datait de l'époque de Galilée. Donc ça, c'était connu à l'époque d'Isaac Newton. Et ceci était dû en fait à l'action d'une force constante, qui en réalité, hein, on le sait maintenant, c'est le poids des objets, c'est ce qu'on appelle la force de pesanteur. Et donc, voilà, il pensait que si les objets tombaient, c'était justement à cause de l'attraction qui était due à la Terre. D'autre part, il sait autre chose. Il sait que en astronomie, eh bien, la cause des mouvements circulaires est une force centripète, dont l'expression est connue, elle aussi, l'accélération centripète, c'est V carré sur R, hein, où V c'est la vitesse de l'objet et R c'est le rayon du cercle, hein, tel qu'on l'a déjà étudié plus tôt dans l'année, hein, dans le cadre de la cinématique. Alors, sa grande idée à Isaac Newton, hein, qui fait un peu sa légende, c'est un peu basé aussi sur j'ai envie de dire une anecdote, mais c'est presque, ça flirte avec justement avec la légende, cette histoire. Hein, donc, il paraîtrait que Isaac Newton aimait bien aller se balader après le dîner du soir dans son verger et puis observer les étoiles. Et puis donc, un jour où il observait la lune, la pleine lune, tout d'un coup, dans son champ de vision, il voit une pomme qui tombe d'un arbre. Et donc, Isaac Newton s'est dit, il a eu la grande idée de penser que si la pomme tombait sur la Terre, c'est parce qu'elle était attirée par la Terre, et que finalement, il s'est quand même posé la question, pourquoi est-ce que la Lune, qui est aussi une boule quelque part dans le ciel, pour aller plus loin, d'accord, pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas sur la Terre, mais qu'au lieu de ça, eh bien, elle a un mouvement orbitale, hein, elle tourne, elle est en orbite autour de la Terre, elle a un mouvement circulaire. Et puis lui, sa grande idée, c'est de penser que les deux ont la même cause, en quelque sorte. Les deux mouvements ont la même cause. La différence entre les deux, c'est que la pomme étant posée sur son arbre, la pomme, elle est immobile au début. Donc, quand la queue de la pomme se détache de la branche, eh bien, cette pomme est attirée par la terre et donc elle tombe directement sur la terre, donc sur le sol. Tandis que la Lune, elle n'est pas immobile. Donc lui, il considère, hein, il y a la Terre ici, et donc il considère que la Lune, elle a une certaine vitesse, et que donc, comme la pomme, en quelque sorte, elle tombe en direction de la Terre, mais comme en plus elle a une vitesse, et bien en fait, elle tombe à côté de la Terre. Et que comme elle tombe en permanence à côté de la Terre, c'est ce qui lui confère son mouvement circulaire, ou quasiment circulaire, hein, disons un mouvement orbital pour faire pour dire les choses de manière plus propre. Donc c'est ça qui lui donne son mouvement orbital autour de la Terre. Donc en fait, si par exemple la Lune, dans mon dessin que j'ai fait ici, si elle n'avait pas la vitesse là, que j'ai dessiné, si elle n'avait pas cette vitesse, eh bien elle tomberait sur la Terre et puis elle n'existerait plus depuis longtemps, comme la pomme en fait.
d'après Newton. Mais comme elle a cette vitesse, au lieu de tomber tout droit, elle tombe à côté, et puis finalement, elle ne fait que de tomber à côté en permanence, et elle tourne autour de la Terre. C'est comme ça qu'il explique le mouvement de rotation de la Lune autour de la Terre. Alors, ça, pour en avoir un peu le cœur net, il a de bonnes idées, bien entendu. Hein, c'est pas pour rien qu'il est connu comme étant un génie des sciences, de la physique, mais des sciences en général. Donc tout d'abord, ce que je vous ai dit juste avant, c'était au bas de la page 51. Hein, cette idée de tomber en permanence, hein, je vous ai mis ça. En conséquence, le mouvement orbital de la Lune n'est rien d'autre que la combinaison d'une chute effectuée sous l'action d'une force centripète de nature gravitationnelle et d'un mouvement inertiel. Donc la chute, c'est ce que je vous ai dit, hein, la Lune qui tombe sur la Terre, mais comme elle a un mouvement inertiel qui est dû à sa vitesse, en fait, elle tombe à côté, et puis ceci en permanence, donc elle tourne autour. Alors, Isaac Newton, après avoir fait cette hypothèse qualitative en quelque sorte, hein, c'est-à-dire sans faire des mesures ni des calculs, eh bien justement, il se dit, si j'ai raison, il devrait y avoir quelque chose qui apparaît du point de vue quantitatif. Hein. Donc, il fait une comparaison quantitative, c'est-à-dire avec des valeurs, hein, des nombres, des effets de la gravitation que la Terre exerce sur la Lune et sur un corps qui est à la surface de la Terre, comme par exemple la pomme. Admettons. Alors, lui, toujours d'après Galilée, il sait que la pomme, elle va tomber avec une accélération qui est g égale 9,81 mètres par seconde au carré. Maintenant, il se dit, si on a la Terre qui est ici et que la Lune, elle est là, elle a une certaine vitesse, hein, que je vais noter en bleu ici, et donc, voilà, une certaine vitesse, elle tourne avec une accélération centripète. Bon, les deux sont perpendiculaires, j'ai mal dessiné, hein, ça c'est inadmissible de ma part, donc je vais vite refaire tout ça. Donc ici, on a l'accélération, la vitesse, qui doit être perpendiculaire à la centripète, hein, vitesse comme ça. Et donc le résultat, c'est que la Lune, elle tourne avec un mouvement circulaire autour de la Terre. Ça c'est la Lune, hein, ici. Alors, lui essaie de déterminer cette accélération. Comment est-ce qu'on peut déterminer cette accélération? Bien, l'accélération centripète, je n'ai pas besoin de l'écrire, elle est notée ici. C'est V carré sur R. Qu'est-ce que c'est que V? C'est en fait, d'après les lois du mouvement circulaire uniforme, c'est 2πr sur T. R, c'est la distance entre, c'est le rayon du cercle en fait. Hein. Donc ici, concrètement, c'est la distance, le R, c'est la distance entre la Terre et la Lune. Donc, si on connaît ce R, qui est la distance Terre-Lune, et qu'on connaît T, qui est le temps pour faire un tour complet. Alors, le temps pour faire un tour complet, c'est ce qu'on appelle, en ce qui concerne la Lune, c'est ce qu'on appelle sa période sidérale. Donc, il faut avoir ces valeurs, et il se trouve que Isaac Newton a ces valeurs. Hein. Donc, maintenant, si on regarde, si on veut faire le calcul nous-mêmes, ici, c'est écrit que la réponse, c'est 2,73 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde au carré. Alors moi, je vous propose de faire ce petit calcul nous-mêmes. Hein. Et pour cela, donc, il faut aller chercher des choses dans les formulaires étables, hein, que vous avez. Donc, si vous prenez votre formulaire étable, hein, je parle du bouquin, hein, qui est orange ici. Évidemment, si vous avez une autre version, il faut vous-même chercher à quel endroit aller. Mais on voit que là-dedans, si vous allez un peu plus bas, hein, vous continuez à descendre, hein, là on a toutes les choses mathématiques. Au bout d'un moment, à partir de la page 123, ici, hein, comme vous pouvez le constater, on est donc ici, on entre dans la partie physique, à la page 123. Alors, nous, on va aller encore un peu plus loin. Si vous continuez, ça se situe encore plus loin, vous cherchez astronomie, en fait. Hein, et voilà, vous avez un formulaire d'astronomie qui se trouve ici, hein, à la page 189. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les données qui sont propres à la Lune. Alors, la Lune, elle se trouve dans le système solaire. Donc, je vais aller regarder les choses à partir de la page 194. Alors, je vais à la page 194 et
Donc, à la page 194, j'ai les données concernant le Soleil, bien sûr. Et puis, donc, maintenant, je vais chercher des données qui concernent la Lune. La Lune, voilà, elle est ici, la Lune. Et donc, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, ici, on a la distance Terre-Lune. Alors, il y a au périgée à l'apogée. Il se trouve que le mouvement de la Lune autour de la Terre, on l'avait vu quand on avait étudié les lois de Kepler dans le cadre d'un TP, c'est une espèce d'ellipse, on va dire ça comme ça. Donc, si vous avez la Terre qui est ici, ça, c'est ce qu'on appelle le périgée. Périgée. C'est donc la distance la plus courte. Et puis, au contraire, de l'autre côté, ça, c'est ce qu'on appelle l'apogée. C'est donc la distance la plus longue. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le demi-grand axe. C'est-à-dire, en gros, la valeur moyenne, étant donné que cette ellipse, elle est quasiment égale à une sphère. Donc, nous, on va prendre cette valeur. Donc, la distance Terre-Lune, je vais écrire ça en jaune, c'est plus propre sur du gris. La distance Terre-Lune, eh bien, d'après ce qui est écrit ici, c'est 3,844,04 fois 10 puissance 8 mètres. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la distance Terre-Lune, qui est donc pour nous le rayon du cercle, puisqu'on considère que c'est ce petit R qu'on a ici, ce petit R là. Et là aussi, c'est en fait la distance Terre-Lune. Bon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut la période. Alors ça, c'est plus difficile. La période, ça, je vais quand même l'écrire en vert. Alors, la période, c'est donc la période sidérale. Comment est-ce qu'on peut déterminer cette période sidérale? Eh bien, pour ça, je vais effacer aussi ça. Eh bien, on retourne encore une fois. Il s'agit de la période sidérale, le temps pour faire un tour complet de la Lune, en l'occurrence. Et là, vous voyez que vous avez cette donnée. Période sidérale, elle est de 27 jours. Donc, on va faire le calcul. 27 jours. 27 jours, c'est 27 fois 24 heures, fois 60 secondes, fois 60 minutes, pardon, fois 60 secondes. Ça, c'est les jours. Ensuite, 7 heures. Donc, il faut ajouter à ça 7 fois 60 minutes fois 60 secondes. Puis ensuite, vous ajoutez encore les 43 minutes, c'est-à-dire 43 fois 60 secondes. Et puis finalement, vous ajoutez les 11,5 secondes. On n'est pas à une demi-seconde près, mais on va quand même le faire. Et donc, au total, moi j'ai fait le calcul, vous pouvez le faire de votre côté, ça fait ça. 2 360 591,5 secondes. Voilà. Donc, on a la période, on a la distance, on peut donc calculer ce qui nous intéresse. Donc, je vais reprendre le cours ici. Alors, on peut d'abord calculer la vitesse en faisant ici vitesse égale, donc j'applique cette formule, 2pi fois, alors à la place de R, on met le 3,84404 fois 10 puissance 8, c'est 2pi, et puis on divise ça par la période qui est donc de 2 360 591. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là, mais on va mettre le 0,5 quand même. Et donc, si vous faites ce calcul, moi je l'ai fait, je vous encourage à le vérifier. Moi j'ai trouvé 1023,168. Environ 1023, on va pas chipoter, mètres par seconde. Donc ça fait environ 1 km par seconde, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'ordre de grandeur de la vitesse de la Lune autour de la Terre. Donc maintenant, on a cette vitesse. Et pour calculer l'accélération centripète, eh bien, il faut faire C1023 que vous mettez donc au carré dans la formule qu'il y a ici maintenant, et vous divisez ça par le R, qui est le rayon du cercle, qui n'est rien d'autre que la distance Terre-Lune, c'est-à-dire les 3,84404 fois 10 puissance 8. Voilà. Alors, si on fait ce calcul, vite fait, ça donne 1023 au carré,
et on divise ça par 3,84404 fois 10 puissance 8. Et donc, ça fait environ 2,72, il y a des poussières, hein, donc c'est à peu près ça, égale environ 2,72 fois 10 puissance moins 3. Et donc, comme ça, c'est des mètres par seconde au carré, ça donne des mètres par seconde au carré. Des mètres carrés par seconde au carré, qu'on divise par des mètres, ça donne des mètres par seconde carré. C'est bien des unités d'accélération. Donc, en fait, ici, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais je pense que la valeur qui est ici dans le polycopier, elle est probablement avec des valeurs un peu plus anciennes. Hein, ça, c'est vraiment relativement bien actualisé, les valeurs qu'on a utilisées ici. Bon, là, j'ai aussi arrondi à 1023, hein, alors qu'il y avait une petite virgule. Donc, si on rajoute les petites virgules, ça augmente un petit peu ici, puis peut-être qu'on y arrive. Bref, résultat de tout ce calcul, on obtient donc environ 2,73 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde au carré comme accélération centripète. Alors, ce résultat, il va être important. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Parce qu'en fait, justement, l'idée, c'est de comparer le comportement d'une pomme qui a une accélération donc, de 9,81 mètres par seconde carré quand elle tombe de son arbre, avec le comportement de la Lune qui a une accélération centripète qu'on vient de calculer, hein, de 2,73 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde au carré. Donc là, Newton, il se dit, ben, encore une fois, il fait une étude quantitative, hein, il veut voir les valeurs, il se dit, ben, je vais regarder combien de fois elle est plus grande que G, cette valeur-là. Donc si vous faites le calcul, hein, vous faites G divisé par cette accélération centripète de la Lune, ben, ça fait 9,81, vous divisez ça par les 2,73 fois 10 puissance moins 3. Et donc, si vous faites ce calcul, eh ben, vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de 3600. Hein. Je le fais ici, 9,81 divisé par 2,73 fois 10 puissance moins 3, ça fait 3593,4. Donc ça fait environ 3600. Donc, ils ont déduit que l'accélération centripète que subit la pomme, elle est 3600 fois plus petite que... Non, pardon, je répète, l'accélération centripète que subit la Lune, elle est 3600 fois plus petite que l'accélération que subit la pomme, qui tombe d'un arbre. Alors maintenant, effectivement, bon, on peut se dire, bah, alors, c'est pas la même accélération, il y en a une qui est 3600 fois plus grande que l'autre, bon, bah, et alors? Bah, justement, et alors? Il se trouve que la pomme, elle est à la surface de la Terre. Hein. Faisons un petit dessin, vous avez la Terre qui est ici. Quand la pomme tombe de la Terre, elle tombe d'une distance, je veux dire, même si elle tombe de très très haut, grosso modo, la distance de laquelle elle tombe, c'est une distance toute petite, et par rapport au centre de la Terre, on peut dire que la pomme elle a une certaine distance du centre de la Terre qui est le rayon de la Terre. Tandis que la Lune, qui elle gravite autour, hein, ici la Lune, là voilà, et ben, elle se trouve à une distance qui est la distance Terre-Lune, qui est donc 3,844,04 fois 10 puissance 8 mètres. Hein. Donc la Lune, elle est beaucoup plus loin en fait que la pomme. Alors elle est de combien de fois plus loin? Eh bien là encore, si vous allez chercher dans le formulaire étape, pour cette fois trouver la valeur du rayon de la Terre. Alors pour trouver le rayon de la Terre, il faut chercher la page qui concerne la Terre, elle est un petit peu avant en fait, hein. Elle est 2 pages avant, c'est à la page 196. Alors là-dedans, vous voyez le rayon de la Terre, il apparaît ici, voilà. Le rayon de la Terre, donc il y a un rayon à l'équateur, un rayon au pôle, et puis donc nous on va prendre le rayon moyen. Alors le rayon moyen, RT, rayon de la Terre moyen, c'est, on va dire 6,371, pardon, 6,371 0,30 fois 10 puissance 6 mètres. Donc évidemment là on est très précis. Hein. Donc si on fait le calcul de la distance Terre-Lune en jaune, et qu'on divise ça par le rayon de la Terre, pour voir combien de fois est plus loin la Lune
que la pomme, finalement. Hein. Je vous rappelle qu'ici, là, il y a la pomme. Hein. La pomme, elle est ici. Là. Donc, on va regarder combien de fois elle est plus proche, la pomme, que la Lune, du centre de la Terre. Ou l'inverse, hein, combien de fois la Lune est plus loin du centre de la Terre que la pomme. Alors, combien ça fait tout ça? La distance Terre-Lune, on l'a là, hein, c'est les 3,84404 fois 10 puissance 8. Ce sont des mètres. Et donc, on divise ça par le rayon de la Terre qu'on vient d'aller chercher dans les tables numériques. 6,371,030. Bon, là, on chipote un petit peu, hein, on pourrait arrondir un petit peu tout ça. Ici, on a des mètres. Voilà. Eh bien, si vous faites ce calcul, sortez votre machine, vous faites le calcul. Moi, je l'ai déjà fait auparavant. Et j'ai trouvé que ça faisait environ 60. Je vais le faire en rouge. Voilà. Donc, le résultat, c'est de l'ordre de 60. Alors, ça, c'est ce qu'a observé donc Monsieur Newton, Isaac Newton. Alors, qu'est-ce qu'il en conclut? Il en conclut deux choses. Tout d'abord, l'accélération centripète que subit la Lune, elle est 3600 fois plus petite que l'accélération de la pesanteur que subit une pomme. Mais la Lune, en plus, elle se trouve environ, hein, d'après ce qu'on a vu ici, elle se trouve, la Lune, 60 fois plus loin du centre de la Terre que la pomme. Et il se trouve que 3600, c'est 60 au carré. Donc, Newton en conclut que la force gravitationnelle diminue proportionnellement avec le carré de la distance. C'est-à-dire que la force de gravitation, ce symbole-là, ça veut dire proportionnel, donc elle est proportionnelle ou inversement proportionnelle au carré de la distance. La Lune, elle est 60 fois plus loin que la pomme, donc 60 au carré, ça fait 3600. Donc l'accélération et donc la force qu'elle va subir sera donc 3600 fois plus petite, ce qui est donc égal à 60 au carré. Donc ça, c'est une première conclusion très très importante de la part d'Isaac Newton. J'espère que vous avez compris son raisonnement et ses idées en fait. Alors, première conclusion, hein, on va carrément la noter ici, on va la trouver en rouge, puis on va l'appeler conclusion 1. Voilà. Alors, il y a une deuxième conclusion qui est très importante aussi, c'est que Isaac Newton, évidemment, il connaît les lois de Newton. Donc, il connaît en particulier la troisième loi de Newton. Alors, que dit la troisième loi de Newton? Elle dit que la force que la Terre exerce sur la Lune, en norme, eh bien, elle est égale à la force que la Lune exerce sur la Terre. C'est le principe d'action-réaction. Alors maintenant, si vous prenez la force que la Terre exerce sur la Lune, eh bien, d'après la deuxième loi de Newton, cette fois, c'est égal à la masse de la Lune fois l'accélération de la Lune. Donc, ça veut dire que ça, c'est proportionnel. Hein, vous avez donc que la force que la Terre exerce sur la Lune, elle doit être proportionnelle à la masse de la Lune. D'après ce qu'on voit ici. La masse, elle n'apparaît pas au carré. C'est la masse fois quelque chose. Donc, on a cette première chose. Et puis maintenant, si vous calculez, si vous écrivez la force que la Lune exerce sur la Terre, ça doit être égal à la masse de la Terre fois l'accélération de la Terre. Bon, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on considère le système Terre-Lune comme un système binaire, hein, en quelque sorte, avec deux astres. Hein. On omet un peu tout ce qui se passe autour, c'est peut-être pas tout à fait correct, mais en première approximation, on peut vraiment considérer que la Terre et la Lune, c'est un seul système. Hein. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la force que la Lune exerce sur la Terre, eh bien, elle est proportionnelle à la masse de la Terre. Alors, comme ces deux forces sont les mêmes, on voit que finalement, la force ici, elle doit être proportionnelle à la masse de la Lune, mais elle doit aussi être proportionnelle à la masse de la Terre. Donc, en fait, je vais écrire ici la conclusion, hein, puisque j'ai plus de place sur le côté gauche. Eh bien, la conclusion 2, pour Newton, c'est de dire que la force de gravitation, elle doit être proportionnelle à la masse de la Lune et aussi à la masse de la Terre, c'est-à-dire à la masse des deux protagonistes, en fait.
Alors, comme elle doit être proportionnelle au produit des deux masses, et en plus, d'après la conclusion 1, à l'inverse du rayon au carré, ben, il en déduit que c'est proportionnel au produit des deux masses divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc là, très très beau raisonnement, hein, très belle performance intellectuelle hein, d'arriver à ce résultat. Alors évidemment, Newton, qui est un acharné du travail, pousse plus loin son analyse, hein, c'est ce qui est écrit ici, de la gravitation, en envisageant les autres planètes, donc par rapport à des observations, et il s'aperçoit que la force requise pour les maintenir en orbite est toujours proportionnelle à l'inverse du carré de leur distance au centre du Soleil. Il peut alors généraliser en affirmant que non seulement les corps célestes, mais finalement tous les corps subissent l'effet de la gravitation, et il énonce la loi de la gravitation universelle. Alors, cette loi de la gravitation universelle, c'est celle qu'on a ici, mais adaptée à tous les corps. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on avait seulement la masse de la Terre et la masse de la Lune. Mais en fait, on peut prendre n'importe quel objet, donc un objet qui aura une masse M1 et un autre objet qui aura une masse M2. Les deux objets étant séparés par une certaine distance R, eh bien, on a ce rapport-là. Et comme il y a une relation de proportionnalité, hein, ici, ça veut dire proportionnel, je vais l'écrire ici, eh bien, vous savez que proportionnel, voilà, quand on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, hein, si je dis par exemple A est proportionnel à B, eh bien, je peux écrire A égale une constante fois B. Hein, mathématiquement, c'est comme ça qu'on fait. Ou ça, c'est une constante. Donc ici, évidemment, on ne va pas se priver, on va faire exactement la même chose, puis cette constante, on l'appelle G, puisqu'il s'agit de la gravitation. On peut l'appeler comme on veut, on aurait pu l'appeler K ou n'importe quoi. Et donc, finalement, on a cette formule qui est donc la loi universelle de la gravitation, qui est vraiment valable partout. Pour tous les corps, tous les types de corps, à n'importe quel endroit de l'univers. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi de la gravitation universelle ou la loi universelle de la gravitation aussi. Elle est vraiment valable pour tout. Alors, je vais quand même juste vous montrer voilà. J'ai reporté, si vous voulez, ici dans ma petite présentation, la figure que vous avez à la page 53 avec justement cette loi de la gravitation. C'est la même chose. Alors, j'entre un tout petit peu quand même dans le détail là-dedans pour préciser que vous avez M1, qui est donc la masse d'un objet quelconque. Ça peut être un caillou, ça peut être un être humain, ça peut être une planète, ça peut même être une galaxie, peu importe. Et puis, donc, vous avez un deuxième objet, M2, qui lui aussi peut être n'importe quoi. M1 et M2, ça doit être donc ce sont des masses, en fait. Hein, donc, c'est des masses qui doivent être exprimées en kilogrammes. Donc, si vous n'avez pas des kilos, des grammes, ou des décigrammes, ou des tonnes, ou n'importe quoi, vous devez transformer tout ça en kilogrammes. Ensuite, il y a une notion de distance là-dedans. Alors, la notion de distance, c'est la distance qu'il y a entre, alors attention, c'est là que ça devient important, entre ce qu'on appelle les centres de gravité des objets. C'est-à-dire que cette force de gravitation, que je vais dessiner, je ne sais plus trop quoi utiliser, mais je vais la dessiner en rose, en fait, ici, hein, les forces. Donc, ces deux forces de gravitation, que l'objet 1 exerce sur l'objet 2 ou que l'objet 2 exerce sur l'objet 1, en vertu de la loi d'action-réaction, hein, troisième loi de Newton, ce sont donc les mêmes forces. C'est pour ça qu'ici, il y a juste un moins hein, pour dire que le sens est inversé. Mais sinon, en termes de Newton, en nombre de Newton, ce sont les mêmes forces. Hein, il n'y a pas de différence. Et donc, c'est cette force hein, qu'on peut calculer grâce à on peut calculer l'intensité grâce à la loi universelle de la gravitation. Eh bien, cette force, elle a évidemment un point d'application. Et le point d'application des forces de gravitation, c'est justement ce qu'on appelle les centres de gravité. Et la plupart du temps, les centres de gravité correspondent au centre de masse qu'on a étudié, le barycentre, hein, qu'on appelle aussi, qu'on a étudié donc dans un chapitre il y a quelques temps de ça. Pour nous, en réalité, les choses sont assez simples parce qu'on considérera toujours des objets qui sont petits, donc qui sont assimilables à un point.
on appelle ça une masse ponctuelle. Et puis si ce n'est pas le cas, si par exemple on considère que c'est une planète ou une étoile, eh bien dans ce cas-là, l'objet est considéré comme une sphère, une boule. Donc finalement, le centre de gravité, c'est le centre de la boule. Donc nous, on ne se pose pas trop ce genre de questions. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le R qui apparaît dans la formule, qui apparaît d'ailleurs au carré, c'est la distance entre les deux centres de gravité des deux objets. Et ça, c'est important. Alors, ce qui reste dans cette formule, c'est justement, ah oui, ce que je n'ai pas précisé, évidemment, c'est que le R, ici, c'est une distance qui doit être exprimée en mètres. Ça, c'est obligatoire. Ça doit être des mètres. Alors, je disais, ce qui reste dans cette formule, c'est le facteur G, qu'il y a ici, qui en réalité est une constante qui multiplie le tout. Et cette constante, elle a été, en fait, il se trouve que Isaac Newton ne la connaissait pas, en fait, cette constante. Elle a été déterminée à peu près 100 ans après la loi énoncée par Newton. Elle a été déterminée environ 100 ans après par un physicien qui s'appelait Cavendish. Alors, Cavendish, comment est-ce qu'il a fait pour déterminer ça? Donc là, je vais directement un petit peu plus bas, à la page 54. Je reviendrai sur le contenu de la page 53 tout à l'heure. Il a utilisé, Cavendish, ce qu'on appelle un pendule de torsion. Alors, là aussi, je crois que j'ai une petite... Ouais, voilà, j'ai la petite figure ici. Alors, je vous explique vite fait cette expérience qui donc a été faite par Cavendish et dont les résultats ont été publiés en 1798. Vous avez donc un pendule de torsion qui est constitué en fait d'un fil de torsion qui est attaché à ce qu'on appelle un fléau. C'est en fait une barre au bout de laquelle sont fixées deux masses identiques qu'on appelle petit m. En fait. Et puis, sur le fléau est fixé un miroir. Ça, c'est important. Alors maintenant, l'idée est la suivante. Le fil de torsion, il a été calibré. Et donc, on connaît le lien entre l'angle de torsion, justement, et le fil. Et en général, ce lien, d'après mes souvenirs, on n'est pas obligé de le savoir, mais je vous le dis, c'est un lien de proportionnalité. Donc, on a la force qui est proportionnelle à l'angle, qui est l'angle de torsion qu'on appelle θ. Alors, du coup, on peut dire donc en gros que F est égal à une certaine constante fois θ. En ce cas-là, c'est une constante qui est donc à déterminer par une calibration, par la mesure. Alors, l'idée, c'est donc la suivante. On arrive avec ici des grosses... Bon, là, on ne voit rien si je fais en vert, donc je vais faire en jaune, en fait. On arrive ici avec deux grosses boules de masse grand M qui sont très lourdes, en fait. Et donc, l'idée, c'est que les petites boules de masse M vont être attirées par les grosses boules de masse grand M, et vice-versa, bien sûr. Mais les grosses, elles ont de la peine à bouger. Donc, en fait, elles vont rester statiques. Et c'est plutôt les petites qui vont être attirées. Donc, en fait, les petites, elles vont subir une force, ici, d'attraction, ici, force F. Et puis, de l'autre côté, de manière symétrique, une autre force F. Bon, F', je devrais mettre, mais en fait... F égale F', dans cette histoire en norme. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les petites boules se bougent et donc ça fait bouger toute la barre, tout le fléau en fait. Et donc le fléau, il va se déplacer. Vous voyez ici, il y avait sa position initiale. Alors peut-être que je peux utiliser du rose, là, ouais. Là, il y avait la position initiale. Puis, sous l'effet de l'attraction, eh bien, le fléau qui était dans la position rose, en fait, se déplace pour aller dans la position rouge. Et donc, il se déplace d'un certain angle. Et cet angle, c'est l'angle que vous avez ici ou là. Et cet angle, c'est l'angle de torsion qu'on appelle θ. Alors, cet angle, évidemment, il est très petit, concrètement, dans la mesure. Mais si vous envoyez un rayon lumineux contre le miroir, eh bien, il se trouve que on va pouvoir mesurer la déviation du rayon lumineux qui est en lien avec l'angle θ ici. Donc, il y aura une déviation θ de ce côté plus de l'autre, donc ça fait une déviation totale de 2θ. Donc, en fait, on peut, grâce à ça, mesurer θ en mesurant l'angle, tout simplement, de déviation du rayon lumineux. Comme on a préalablement calculé la constante du fil de torsion, si on mesure θ, on peut donc déterminer la force, F.
Et donc, comme cette force elle est égale à G fois le produit des deux masses, donc les masses, c'est petit m fois grand M, ça c'est des choses qu'on peut connaître, hein, il suffit de les peser. Le tout divisé par leur distance au carré, hein, c'est la petite distance qu'il y a entre les deux, donc ça on connaît aussi. Donc maintenant, si j'entoure en vert tout ce qu'on connaît, donc on mesure θ, du coup on peut calculer la force F, on connaît les deux masses et on connaît la distance. Et donc le seul truc qu'on ne connaît pas, c'est évidemment G. Donc c'est comme ça qu'on a pu déterminer G, en retournant en fait cette équation. Voilà la technique. Alors, le père Cavendish, donc ici vous avez l'explication en fait du pendule de torsion, hein, ici. Et donc lui, pour savoir, hein, le fléau mesurait 2 mètres de long. Hein, donc la distance ici, c'était 2 mètres. Bon, ça, c'est pas très important. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que les petites masses M donc, étaient de 780 grammes, hein, les petites masses M ici, tandis que les grosses ici, elles étaient de 158 kilos. Donc voilà pour la technique. Et donc, grâce à ça, il a déterminé une valeur de G qui se trouve être très petite, hein, elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton fois des mètres carrés par des kilos au carré. Alors, les unités, elles sont évidemment obtenues par la formule, hein, si vous avez F égale G fois M1 fois M2 sur la distance qu'on appelle R ou D, hein, ça dépend, mais qui est au carré. Il faut savoir, donc, hein, et ça, je pense que vous le savez, hein, que la force, elle se mesure en newton. Les deux masses, c'est des kilos. Donc, on aura des kilos au carré, hein, le produit des deux masses. Ça, c'est une distance au carré, donc on a des mètres carrés. Et donc, évidemment, pour que, du point de vue des unités, ça colle, eh bien, il faut que le G il soit exprimé en... alors, il nous faut des newtons fois des mètres carrés pour annuler cela de mètres carrés, et puis par kilogramme au carré pour annuler ces kilogrammes au carré. Voilà les unités. Des newtons fois des mètres carrés par kilo au carré, c'est ce que vous avez donc ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à tout ça? Alors, ici, ça, ce qu'il y a au milieu de la page, on en est voilà, à la 53, je crois, hein, ou 54, 53, voilà. Ce qu'il y a au milieu ici, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, sur ce qu'il y a ici. Ça, c'est des choses... Ouais, non, je ne reviens pas là-dessus. C'est des choses qu'on verra peut-être en troisième année. Vous pouvez le lire, mais sans... Vous êtes censé l'avoir déjà lu de toute façon, mais c'est pas très intéressant parce que de toute façon, je pense que vous ne savez pas ce que c'est que ce qu'on appelle le calcul intégral. Donc, quand vous aurez une petite idée de ce que c'est que le calcul intégral, eh ben, peut-être vous pourrez comprendre effectivement tout ça. Alors, ensuite, ici, rien d'intéressant particulièrement à dire non plus. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Newton n'a jamais connu la valeur de G. Hein, elle a été déterminée plus de 100 ans après l'énoncé de la loi de la gravitation universelle. Mais par contre, il a donc pu démontrer la proportionnalité, l'allure en quelque sorte de la loi. Voilà. Alors là, j'en arrive à l'expérience de Cavendish que j'ai déjà présentée. Alors, la Cavendish, revenons à son expérience. Donc lui, il détermine par son expérience que G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton fois des mètres carrés par kilogramme au carré. Et du coup, il s'exprime, il s'exclame, hein, comme c'est écrit ici, et il dit « j'ai pesé la Terre ». Alors, comment ça se fait qu'il a pesé la Terre? Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Si je dessine la Terre, on appelle ça la planète bleue, donc je vais la dessiner en bleu. Et je vais même m'appliquer en prenant un joli cercle. Voilà, ça c'est la Terre. Vous avez un objet qui se trouve à la surface de la Terre et que je vais dessiner en rouge. Cet objet, il a une masse petit m. Il est donc attiré par la Terre avec une force, qui est donc ce qu'on appelle la force de gravitation. La Terre, elle a une masse qu'on va appeler la masse de la Terre.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que d'une part, il y a une force de gravitation qui est égale à G fois la masse de l'objet, ici, fois la masse de la Terre, mt, ici, divisé par la distance qui sépare les deux. Alors, la Terre, son centre est là, et l'objet, il est à la surface de la Terre. Donc, s'il est à la surface de la Terre, ici, cette distance, c'est le rayon de la Terre. RT, petit r. Enfin, petit RT, ici, dans la formule, on l'a appelé grand R. Alors, on va l'appeler grand R, hein, histoire de faire les choses de manière cohérente. Voilà. Donc, on divise ça par grand R. Mais en fait, cette force que subit un objet qui est à la surface de la Terre, par exemple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette force, ça n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la force de pesanteur, le poids. Et le poids, c'est m fois g. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la force de gravitation à la surface de la Terre, c'est le poids. C'est la même chose. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Hein. Vous avez la force de gravitation qui est égale ça, qui est égale au poids, qui est lui-même égal à mg. Donc, on a ça. Mais la force de gravitation, c'est aussi égal à grand G fois mt fois m sur r carré. Donc, on a ces deux expressions qui sont identiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais changer de couleur. Celle-ci, je vais l'écrire en vert, par exemple. En vert ici, voilà. Et donc, vous avez mg qui est égal à toute cette partie rouge ici. Et donc, là-dedans, on voit avec plaisir que le petit m, il apparaît à gauche et à droite. Donc, maintenant, si on simplifie par m, eh bien, il nous reste quoi? Il nous reste g, ici, qui est égal à tout ça. Donc, on a cette formule ici. On a petit g égale grand G fois la masse de la Terre sur R carré. Je l'écris, hein. Petit g égale grand G fois la masse de la Terre sur R carré. Alors, à partir du moment où vous avez mesuré G, vous êtes Cavendish, vous venez de mesurer la G. Petit g, c'est 9,81, ça c'est connu depuis longtemps. Et le rayon de la Terre aussi, il est connu depuis longtemps. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez calculer avec ça? Vous pouvez calculer la masse de la Terre, d'où la phrase du père Cavendish, j'ai pesé la Terre. Alors, comment faire? On multiplie par R carré, on obtient G fois R carré égale grand G fois la masse de la Terre, et puis ensuite on divise par grand G, et on obtient donc que la masse de la Terre est égale à petit g fois R carré sur grand G. C'est la formule qui est ici. Bon, là, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. J'efface un peu tout ça. Hein. La formule que j'ai, la dernière que j'ai entourée, là en bas, ici, c'est G fois R carré sur grand G. Hein, c'est la même que là. C'est celle-ci. Donc maintenant, on pourrait faire le calcul. On connaît G. C'est 9,81. J'efface tout ça. Donc, G, c'est 9,81. Connu depuis longtemps. Alors, 9,81. Maintenant, le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, on l'a eu tout à l'heure. Hein. On l'a toujours ici. Ouais, ici, il est toujours à la même page. 6,371. Donc, 6,371, on pourrait s'arrêter là. 0,30 fois 10 puissance 6 mètres. Voilà. Donc là, on a fait G, puis on a fait R carré. Ah non, on n'a pas mis au carré, donc il faut le mettre au carré, bien sûr. Et donc, le tout, on le divise par G. Et G, c'est 6,67, c'est la valeur déterminée par Cavendish fois 10 puissance moins 11. Bon, moi, j'ai fait le calcul, hein, vous pouvez le faire, hein, vous sortez votre calculette et vous faites ce calcul. Vous allez trouver environ, à 2 décimales, 5,97 fois 10 puissance 24. Comme on a les unités naturelles, 5,97 fois 10 puissance 24 kg. C'est la valeur que calcule Cavendish, en fait. Et quand vous regardez, justement, on est sur la page de la Terre, hein, on va pouvoir vérifier avec les valeurs de 2020 ou 2019, hein, à mon avis. C'est plutôt les valeurs de 2019. Quand on regarde la masse de la Terre, on voit que c'est marqué 5,9742 fois 10 puissance 24. Donc, ça n'a pas trop changé, hein, les valeurs. Donc, en mesurant G,
G majuscule, la constante universelle de la gravitation, eh bien, Cavendish a pu mesurer la masse de la Terre et donc donner une première valeur de la masse de la Terre par Cavendish. Alors, maintenant, il me reste une ultime remarque à faire, qui est en fait c'est pas vraiment une remarque, hein, c'est la fin du chapitre ici, hein, de la fin de la page 54, qui a pour but de vous montrer en fait qu'à la surface de la Terre, l'accélération de la pesanteur n'est pas une constante, mais peut être assimilée à une constante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas constante, mais elle varie tellement peu qu'on peut considérer que c'est une constante. Alors, faisons quelques calculs. Imaginons donc que vous avez, donc je vais faire ça en bleu, hein, encore une fois, je vais prendre la Terre, là, ici, et puis donc on va considérer deux objets, un qui est à la surface de la Terre ici, et puis un autre qui tombe depuis une certaine altitude. Donc ici, on va le faire en vert, hein. Cet objet il a une certaine altitude qu'on appelle h, voilà. Et puis après, jusqu'au centre de la Terre, il y a évidemment le rayon de la Terre, qu'on appelle, on va l'appeler R majuscule. L'objet rouge, lui, il est directement posé à la surface de la Terre, donc il est simplement à une distance grand R. Donc si vous voulez, l'objet vert, il a une distance grand R plus H, tandis que l'objet rouge, il est seulement à une distance grand R. Alors maintenant, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez la force de pesanteur qui s'exerce sur un objet, mg, c'est égal à la force de gravitation, donc grand G, fois la masse de cet objet, fois la masse de la Terre, sur, on va mettre D, hein, la distance qui sépare du centre de la Terre, la distance qui doit être prise au carré. Et donc ce M, on peut le simplifier, donc en définitive, il nous reste G égale grand G fois la masse de la Terre sur la distance au carré. C'est la formule qu'on avait ici, où là on avait considéré que cette distance c'était le rayon. Alors, pour l'objet rouge, ici, effectivement, la distance, c'est le rayon. Donc là, si on veut calculer le G, eh bien, on doit faire grand G fois la masse de la Terre sur R au carré, tout simplement. Mais maintenant, si on veut calculer le G ici, hein, qu'on va appeler G', qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire grand G fois la masse de la Terre, mais cette fois divisé par toute cette distance qui est en fait R plus H, qu'on doit mettre au carré. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, maintenant, on fait une petite astuce mathématique. On multiplie en haut par R carré et en bas par R carré. Donc, en fait, ça veut dire multiplier par 1, en fait. Et puis, si vous faites ça, eh bien, vous voyez apparaître ici, que je vais entourer en jaune, G fois la masse de la Terre sur R grand R carré, c'est l'expression G, qui se trouve donc à la surface. Donc, ce que j'ai entouré en jaune, c'est le petit g. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ce que je vais entourer en vert, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ce rapport-là. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer ici? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est j'essaie en fait de calculer le g, l'accélération de la pesanteur à une certaine altitude h, et de l'exprimer en fonction du g, on va dire au niveau de la mer. Et donc, l'expression est la suivante, celle-ci. Alors maintenant, donc le R, en fait, qu'il y a ici, ce R-là, c'est le rayon de la Terre. Et ce rayon de la Terre, on a vu hein, dans les tables numériques, c'était, je peux vite vous la ressortir, elle est encore ici, c'est 6,371, c'est marqué là, ici, en bas, 6,371, etc., fois 10 puissance 6 mètres. Donc en gros, c'est 6371 kilomètres. Hein, si on arrondit un petit peu, 6371 kilomètres. Alors, ici, dans le cours, il est écrit qu'on va prendre comme valeur, pour faire les calculs, 6370 km environ. C'est vrai qu'on n'est pas à 1 kilomètre près. 6370 km.
On le retrouve là en bas, ce R. Et puis maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le H, en fait, ici. Le H, c'est cette hauteur ici, c'est l'altitude. Alors, nous, les êtres humains, on évolue, en gros, entre 0 et 10 000 mètres. C'est ce qui est écrit ici. Et c'est vrai, parce que l'Everest, il est à 8 000, presque 9 000 mètres, 8 848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a pas tout le monde qui va au sommet de l'Everest. Et c'est donc le point le plus haut auquel on peut accéder. On peut encore aller plus haut si on est dans un avion. On peut marcher, par exemple, dans un avion. Mais les avions, ils volent grosso modo à 10 000 mètres. Donc, faisons le calcul. Que vaut ce G' à une altitude de 10 000 mètres? Pour ça, il faut mettre 10 000 mètres là-dedans. Alors, 10 000 mètres, c'est 10 km. Vous ajoutez 10 km à 6 370, ça vous fait 6 380. Les 6 370 qui sont là en haut, on les a ici. On n'oubliera pas les carrés. Donc là, ce qu'on calcule avec tout ce chenille là que je suis en train de faire, c'est cette partie que je dessine en jaune là, en ce moment. C'est cette partie-là. On a ignoré le G. Le G, on ne l'a pas pris en compte ici encore. On a fait R carré sur R plus H au carré. R carré, c'est 6 370, on a tout mis en kilomètres. Et puis R plus H, c'est 6 370 plus 10 km, les 10 000 mètres. Donc ça fait 6 380. Donc on calcule ce rapport en mettant les valeurs au carré. Et on trouve une valeur qui est très très proche de 1, comme vous pouvez le constater, c'est 0,9969. Donc ça, c'est très très proche de 1. Très proche de 1. Donc ça veut dire qu'en fait, G', eh bien, il diminue en fait avec l'altitude. Évidemment, si vous êtes à un point ici élevé, la valeur va diminuer, étant donné qu'elle diminue avec la distance au carré, bien sûr. On le voit ici dans la formule, ça diminue avec la distance au carré. Mais en réalité, même si vous allez jusqu'à 10 000 mètres d'altitude, finalement, le G' que vous aurez, ce sera 0,9969 fois le G du niveau de la mer. Donc finalement, ça c'est quasiment égal à 1. Donc il y a très très peu de variations. Si on fait véritablement le calcul, vous pouvez le faire, vous prenez 0,9969, puis vous faites fois 9,81, et bien vous trouvez une valeur qui est d'environ 9,78. C'est la valeur qui est ici. Donc finalement, si vous allez à 10 km d'altitude, vous aurez un G, une accélération de la pesanteur qui sera un tout petit peu plus faible, qui sera 9,78. Donc vous voyez, c'est rien du tout. C'est même pas 1% d'écart par rapport à la valeur, à la surface de la Terre, au niveau de la mer. Donc, la grande conclusion de tout ça, c'est la dernière phrase. On peut donc raisonnablement supposer que G est constant à tous les endroits de la surface de la Terre. Même si ça n'est pas le cas, la variation est tellement faible qu'on prendra toujours G égale 9,81 mètres par seconde au carré dans nos calculs. Voilà pour la présentation assez longue, je confesse, de ce chapitre 9.1 et qui parle donc de la loi de la gravitation universelle et de quelques-unes de ses applications et de ses implications surtout.